Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans Ça vous regarde. Au sommaire ce soir, notre grand débat sur les musulmans de France. Vexation quotidienne, discrimination, injures. Ils sont 40% à déclarer avoir subi des comportements racistes. C'est les résultats d'une enquête de l'IFOP publiée pour la Fondation Jean Jaurès. Aujourd'hui, on va y revenir dans le détail. Enquête qui paraît en pleine polémique sur l'appel à manifester contre l'islamophobie dimanche prochain. Depuis minuit hier soir, le Parlement de Westminster est à l'arrêt. Les débats parlementaires sont clos avant les élections générales le 12 décembre prochain. Au Royaume-Uni, les ultra-riches sont tentés de faire leur valise de peur que les travaillistes de Jeremy Corbyn ne gagnent ces élections. Brexit, faites vos jeux. Ce sera la chronique d'Alex Taylor dans cette émission. Et puis, notre invité ce soir a trois passions: l'économie, la politique et l'écriture. Ancien conseiller de François Mitterrand, il dirige aussi aujourd'hui Positive Planète. Il vient nous parler de son dernier livre, Alger 1943, l'année des dupes chez Fayard. Jacques Attali est avec nous ce soir. Voilà donc pour le programme, c'est parti. #CVR, n'oubliez pas, bien sûr, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Nos invités en plateau ce soir, Ismaïl Ferrat, bonsoir. Vous êtes membre de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès, pour laquelle justement l'IFOP a réalisé cette enquête inédite pour connaître au fond le ressenti des musulmans face aux discriminations, face au racisme dont ils peuvent faire l'objet. Je précise que cette enquête, elle a été réalisée en septembre dernier, c'est-à-dire avant l'attentat de la préfecture de police de Paris, avant les polémiques et le débat parfois un peu hystérique sur le voile et avant l'attaque de la mosquée de Bayonne. C'est important de le préciser, vous allez nous aider ce soir à analyser les résultats de cette enquête. Bonsoir et bienvenue, Shemz Edine Hafiz. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le vice-président du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Deux députés, comme chaque soir, m'accompagnent dans cette émission. Bonsoir Valérie Gomez-Bessac, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale et député du Var. Et Stéphane Peu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, député communiste de Seine-Saint-Denis. Vous nous direz aussi pourquoi ce soir vous avez signé cette tribune qui appelle à manifester contre l'islamophobie. On parlera de ce mot qui fait polémique et également des signataires qui appellent à manifester dimanche prochain à Paris. Mais d'abord, qu'est-ce qu'elle nous dit cette enquête, hein? Que révèle exactement cette étude? Avant de vous laisser la parole, c'est Stéphane Blakowski qui nous plante le décor à sa manière, comme tous les soirs, si j'ai bien compris. Tout de suite. Bonsoir Myriam, bonsoir madame, bonsoir messieurs. Bonsoir Stéphane, j'espère que vous êtes en pleine forme, si j'ai bien compris ce soir. Eh ben, si j'ai bien compris, pardon Myriam. Ah oui, c'est mieux. On accroche, je l'ai foiré, je recommence. Si j'ai bien compris, Myriam, c'est pas tous les jours facile d'être musulman quand on vit en France. À vrai dire, on s'en doutait un petit peu. Mais ce matin, le Parisien a fait la une sur ce phénomène. C'est marqué en une, les musulmans face au racisme. Vous voyez, on voit la une. Et alors, pour prouver que les musulmans sont vraiment victimes de racisme et de discrimination, le Parisien publie une enquête donc, qui a été faite par l'IFOP, commandée par la Fondation Jean Jaurès et un autre organisme. Et donc, ils ont publié une petite infographie pour montrer dans quelle situation les musulmans sont le plus souvent, selon leur dire, victimes de racisme. Alors, apparaît en tête le contrôle de police, ensuite la recherche d'un emploi et enfin en troisième position la recherche d'un logement. Bon, et hélas, on sait bien que c'est absolument la vérité, quoi. Ça veut dire que vous nous dites ce soir que de nombreuses études ont déjà été menées sur le sujet et ont déjà montré ces résultats. Si vous aviez des cheveux gris comme moi, comme nous d'ailleurs, vous vous souviendriez que à la fin du XXe siècle, SOS Racisme avait déjà mené les premières opérations de testing, notamment dans les boîtes de nuit, pour montrer que les jeunes maghrébins avaient beaucoup plus de mal à y entrer que les autres. Alors vous noterez qu'à l'époque, on disait les jeunes maghrébins, alors qu'aujourd'hui on dit les jeunes musulmans. Enfin, c'est a priori c'est pas synonyme, maghrébin et musulman, mais les deux mots finissent par remplacer l'un l'autre. Bon, n'empêche, le résultat est à peu près le même, puisque les opérations de testing ont été maintenant menées aussi sur le logement, sur l'emploi. On voit bien qu'il y a des discriminations, on voit bien que c'est pour ça qu'on essaie de promouvoir le CV anonyme. Et puis pour ce qui est des contrôles de police, il y a une enquête qui a été menée en 2016 à la demande de Jacques Toubon, le défenseur des droits. Et alors les résultats étaient assez éloquents. Ça va apparaître que 80% des Français, donc d'entre nous, n'ont jamais subi un contrôle de police dans la rue.
Donc, a priori, c'est très rare. Sauf que certains d'entre nous sont quand même beaucoup plus souvent contrôlés que les autres. On écoute Jacques Toubon. 84% disent ne jamais avoir été contrôlés. C'est-à-dire que 16% seulement disent avoir été contrôlés. Mais 40% des 18 à 34 ans disent avoir été contrôlés. Et parmi ces 40%, 80% des jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes maghrébins rapportent avoir été contrôlés dans les 5 dernières années. Alors, ce sondage de l'IFOP, Stéphane, est-ce que c'est la preuve que cette islamophobie se développe dans le pays? Oh là là, attention à ce mot, mais bon, effectivement, ça dépend en fait, comme souvent des sondages. Est-ce qu'on voit le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? On nous dit que 40% des musulmans qui vivent en France ont déjà été victimes au moins une fois au cours de leur vie d'une forme de racisme ou de discrimination. Ben moi, je dis que c'est une bonne nouvelle. Il y a de quoi se réjouir. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la majorité des musulmans, 60% des musulmans qui vivent en France, n'ont jamais, au cours de leur vie, été victimes d'aucune discrimination. Donc moi je dis que ça c'est quand même une bonne nouvelle. En plus pour que ça soit de l'islamophobie comme vous dites. Il faudrait être sûr que ces discriminations soient liées à la religion. Or dans le sondage de l'IFOP c'est pas du tout évident. Quand on demande quels sont les motifs pour lesquels vous êtes victime de discrimination, vous allez voir les chiffres, 40% parlent de leur religion, mais finalement la majorité c'est quand on additionne soit la couleur de la peau, soit le pays d'origine qui sont les principaux motifs de rejet. Alors est-ce que ça veut dire que c'est une erreur de parler d'islamophobie? C'est pas moi qui le dis, ça, Myriam, que c'est une erreur. C'est Jean-Luc Mélenchon qui le disait d'ailleurs. Il l'a dit en 2015, il avait tweeté là-dessus, il avait dit « Moi, je conteste l'emploi du terme islamophobie. On a le droit de pas être d'accord avec l'islam ou pas être d'accord avec le catholicisme. » Et puis alors, il a quand même un petit peu changé d'avis, puisque finalement, Mélenchon et le groupe LFI ont soutenu cette manif qui va s'organiser le 10 novembre à Paris contre l'islamophobie, le fameux terme qui fait polémique. En revanche, d'autres qui avaient signé un petit peu vite peut-être l'appel à manifester sont revenus sur leurs paroles, comme Yannick Jadot qui se rend compte que finalement il est moyennement d'accord. On l'écoute. Je ne valide pas l'ensemble du texte parce qu'à un moment donné, il faut lancer une alerte dans l'opinion publique. Les mots par ont rapport un à sens, ça. Yannick Jadot, vous le savez mieux que personne. Loi liberticide, ça veut dire qu'il y aurait une forme de racisme d'État. Oui. Non, moi, je n'ai jamais considéré qu'il y avait un racisme. Vous signez un texte qui dit qu'il y a des lois liberticides, quelles sont-elles? J'ai jamais considéré qu'il y avait un racisme d'État dans notre pays. Bon, alors il est temps de conclure, j'ai déjà trop parlé, mais je vais revenir, je vais rester sur cette bonne nouvelle que j'ai découverte finalement aujourd'hui en lisant le Parisien. Cette bonne nouvelle que la majorité des musulmans qui vivent en France n'ont jamais été victimes d'aucune discrimination au cours de leur vie. Étonnant, non? On va partir de ce chiffre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? 40% des sondés qui déclarent avoir subi des comportements racistes ces 5 dernières années. Comment vous le lisez, ce chiffre? Avec optimisme, comme Stéphane Blakowski, ou de façon plus sombre, c'est-à-dire qu'il est quand même très impressionnant? Il reste quand même impressionnant. Moi, je suis ravie d'être sur le plateau ce soir parce qu'il faut vraiment qu'on soit solidaire par rapport à tous ces actes qui créent une forme d'exclusion et qui finalement favorisent des communautarismes ou des attitudes qui n'auraient peut-être pas été révélées s'il n'y avait pas eu ce genre de comportement. Et nous avons tous dans nos entourages des personnes étrangères, je vais être plus large, qui en effet sont exclues de par leur nom, de par leur pays, et qui trouvent des difficultés à avoir, qui rencontrent des difficultés à avoir un emploi, un logement, et ça, c'est pas acceptable. 25% des musulmans dans cette enquête affirment avoir été traités défavorablement dans leur carrière en raison de leur confession ou de leur nom, alors que 5% seulement pour l'ensemble des Français. Ce qui est grave, c'est s'ils ont vraiment la certitude que ça en était la cause. Parce que la religion, vous dites que ce soit l'origine qui est poussée à cette décision. Quand on dit les musulmans, on parle de religion. Etc. Donc c'est ça qui je trouve ambigu. On dit que les musulmans sont victimes de discrimination, mais en réalité... Non, quand c'est dans les offres d'emploi ou dans les logements, c'est le nom souvent. C'est terrible. Stéphane Peu. Non, je voudrais tempérer l'optimisme de Stéphane Blakowski parce que bien sûr, ça veut dire qu'une majorité de musulmans, ou de ressentis comme tels, n'ont pas été discriminés, puisque c'est 40% d'entre eux. Mais le sondage, il dit autre chose que vous n'avez pas mentionné, c'est que ces mêmes personnes, musulmans ou ressentis comme musulmans, de par leur nom, la couleur de leur peau, leur origine, leur adresse même parfois, sont 2 fois plus discriminés que le reste de la population. 2 fois plus. Et ça, c'est inquiétant.
Et ça doit, chez nous, susciter un élan de solidarité. Vous pensez que si ce sondage avait été réalisé après toute la séquence qu'on vient de vivre, cet attentat terroriste, l'attaque ou l'attentat à Bayonne, devant cette mosquée, de la part d'un octogénaire qui était un ancien candidat du Rassemblement national, et puis on peut évidemment parler de cette polémique sur le voile, vous pensez que les résultats auraient été différents? Vous pensez que le ressenti des sondés, de ces musulmans, aurait été différent ou pas? Je ne sais pas, je pense que ce ne sont pas des événements qui améliorent la situation. Ce matin, dans le Parisien, il y avait des enquêtes où les gens disaient, moi, une femme voilée disait, moi quand je vais sur le marché, je sais, même si je n'ai pas allumé la télé, qu'il y a eu un événement qui met en cause l'islam. Dans le regard, moi qui vis dans une ville où il y a beaucoup de Maghrébins, parfois des gens qui sont là depuis 4-5 générations, dont les parents ont immigré dans les années 30, et qui sont toujours discriminés par leur nom, par la couleur de leur peau, leur physionomie, parfois aussi par leur religion, parce que il y a un racisme anti-arabe ou anti-noir qui n'est pas d'islamophobie. Mais ce que dit aussi l'enquête, mais peut-être qu'on nous l'expliquera mieux tout à l'heure, mais ce que dit aussi l'enquête telle que je l'ai lue, c'est que le fait d'être croyant, musulman, est un phénomène aggravant du point de vue de la discrimination. Et donc, il n'y a pas, on ne peut pas seulement mettre sur un pied d'égalité la question du racisme anti-arabe, il est cumulatif avec une discrimination qui s'ajoute au racisme, qui est celle de la discrimination à l'encontre de ceux qui sont musulmans, si j'en crois l'enquête que j'ai lue ce matin. Un mot de méthodologie peut-être et de contexte avec vous, Ismaël Ferhat. Hier, d'abord c'est le gouvernement, c'est la DILCRA et la Fondation Jean Jaurès qui ont commandé ce sondage en septembre dernier à l'Institut de sondage IFOP. Normalement, les statistiques ethniques sont interdites en France. Comment ça s'est passé? Ce sont ces 1000 personnes qui se revendiquent comme musulmanes qui ont répondu? Alors c'est le principe des sciences sociales, on joue sur le déclaratif, donc on demande aux gens ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils sont, donc ce n'est pas de la statistique ethnique au sens où on catégorise les gens sur un formulaire administratif officiel, ce qui en France est strictement interdit, mais on peut demander aux gens s'ils sont catholiques, juifs, musulmans, athées, de telle ou telle origine. Musulmans, pas forcément tous français d'ailleurs, qui ont été testés. Tout à fait, mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'enquête, on se rend compte que les musulmans français sont plus discriminés, ce qui d'ailleurs est assez intéressant. Que les musulmans étrangers. Tout à fait. Non, ils se perçoivent plus discriminés, puisque c'est déclaratif. Tout à fait, donc c'est du déclaratif. Donc il y a quelques enquêtes qui ont pu travailler sur la question des discriminations à partir de données un peu plus, larges. Ce sont les enquêtes Théo qui sont menées par l'INSEE et l'INED, trajectoire et enquête sur les origines. Mais là, effectivement, on est sur le déclaratif, donc ce sont les gens qui se déclarent ou qui se revendiquent ou qui se voient comme étant de culture musulmane au sens large, ce qui effectivement pose la question de savoir qu'est-ce qu'être musulman, ce qui n'est pas si évident d'ailleurs, parce que quelqu'un qui s'appelle Mohamed, même s'il n'est pas pratiquant, sera catalogué ou sera présenté comme étant musulman, ce qui d'un point de vue méthodologique d'ailleurs pose la question de savoir quelle est la frontière de la communauté musulmane si elle existe. Avant, comme je disais, avant on disait les Maghrébins, maintenant on dit les jeunes, maintenant on dit les musulmans. Pourquoi est-ce que d'un seul coup la religion a pris le pas sur l'origine géographique? En fait, c'est un tournant qui a eu dans les années 80. Enfin, un tout petit peu d'histoire, mais très rapidement. Très bien, on est là pour ça. Jusqu'aux années 70, on parlait de travailleurs immigrés. Pour vous donner une petite idée, le journal Témoignage chrétien, qui était le journal chrétien de gauche des années 70, qui existe toujours d'ailleurs, parlait du ramadan des travailleurs immigrés. Donc, c'était même pas des travailleurs musulmans, c'était des travailleurs immigrés. À partir de 79, le Conseil de l'Europe a demandé un rapport qui s'appelait la seconde génération. Les jeunes qui étaient désormais nés de populations d'origine immigrée, turcs en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, ou maghrébins et africains en France. Donc nés en France, donc ils n'étaient plus étrangers, légalement ils étaient désormais français, et donc la question de savoir comment les qualifier s'est posée. Petit à petit, on est passé du travailleur immigré à musulman, d'autant plus que très souvent les gens étaient au chômage, crise économique des années 70-80, identité qui n'était plus celle basée sur le pays d'origine, ce qu'on a appelé l'islam consulaire, qui était pendant très longtemps la manière d'organiser l'islam. Et donc, au final, on a eu un qualificatif qui s'est imposé comme étant... Ça ne marque pas le fait que l'islam prenne plus de place au sein de la communauté qu'auparavant, qu'on se revendique plus à travers sa religion aujourd'hui qu'on ne le faisait auparavant? Alors, mécaniquement, puisque comme on n'est plus algérien, marocain, tunisien, turc, enfin on peut se revendiquer comme étant de ces nationalités, on va se définir comme étant français de culture musulmane. Effectivement, on va avoir l'émergence des Français, musulmanes et musulmans en France.
Hafiz Chemseddine, votre regard, vous, sur d'abord les principaux résultats, c'est 40%, et puis ensuite on va rentrer dans le détail. Déjà, votre réaction générale? Écoutez, d'abord, ce sondage, c'est la première fois dans l'histoire que nous nous adressons à des musulmans. Jusqu'à présent, les rapports qui ont été faits, les sondages qui ont été faits, mais les musulmans n'étaient pas questionnés. Là, l'avantage de cet état des lieux, c'est d'avoir interrogé des musulmans qui ont répondu, comme vous disiez tout à l'heure. Vous vous en félicitez? Oui, bien évidemment, parce qu'on donne la parole aux musulmans aujourd'hui, qui viennent, qui expliquent, qui racontent leur vécu. Et bien évidemment, alors c'est vrai qu'on peut voir, comme vous avez dit, le verre à moitié plein. Oui, absolument, mais moi je verrais la réalité. Aujourd'hui, si on devait reprendre ce sondage maintenant, après cette hystérie que nous avons connue, parce que ce qui est important aujourd'hui de voir en France, c'est qu'il y a eu un acte malheureux de la préfecture de Paris. Un attentat. Un attentat. Terroriste. Et juste après, certaines personnes ont fait le lien entre terrorisme que nous combattons tous depuis notamment la période de 2015, là où il y a eu une recrudescence des actes terroristes en France. Aujourd'hui, on perçoit le terroriste comme étant un musulman et le musulman comme un terroriste. Et c'est ça qui est inacceptable aujourd'hui dans notre République. Vous parlez de qui on perçoit? Un peu tout le monde, les médias, on a facilité, on a libéré un type de langage aujourd'hui qui est extrêmement dangereux. Et bien évidemment, les amalgames se font. Et aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que les Français ont peur. Ils ont peur du terrorisme. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Nous avons tous peur d'actes terroristes. On a vu ce qui s'est passé au Bataclan. Et vous faites le procès de qui? Parce que les politiques, les médias font en permanence la distinction très très claire. Non, je fais un constat aujourd'hui. Alors, si vous voulez qu'on rentre dans le détail du « on », effectivement, c'est un pronom impersonnel. Moi, je vais entrer un peu dans le détail. Lorsque des chaînes de télévision ouvrent leurs écrans à la possibilité d'idéologues qui sont en train de parler d'Éric Zemmour sur CNews. Vous l'avez cité, moi je ne le citerai pas, mais c'est quand même terrible que quelqu'un qui a été condamné pour incitation à la haine religieuse, plus personne n'en parle. Aujourd'hui, il a un fan club qui, aujourd'hui, parle de liberté d'expression, qu'on veut bâillonner quelqu'un qui est en train de parler. Moi, j'ai fait un livre il y a 10 ans sur Éric Zemmour. Je ne conteste pas le journaliste, je ne conteste pas le chroniqueur, je conteste l'idéologue qui est en train de mettre de l'huile sur le feu. Et aujourd'hui, c'est ce qui revient. C'est quelqu'un qui vend 800 000 livres et qui a pratiquement, on le dit vraiment, Éric Zemmour dit tout haut ce que beaucoup de Français disent tout bas. Et c'est quand même terrible. Donc il a une responsabilité directe pour vous. On ne va pas forcément faire l'émission entière sur ou contre Éric Zemmour, mais il y a d'autres éléments très intéressants dans cette enquête. Plus vous êtes diplômé, plus vous êtes discriminé. Ça, c'est vrai que ça peut surprendre. Comment l'expliquer ? Si je peux me permettre, c'est vrai, mais il faudrait pas le regarder que sous cet angle-là. Suivant l'emploi auquel on se propose, d'être diplômé, parfois c'est un handicap. Quand vous êtes une femme diplômée, moi je l'ai eu, ça, j'ai subi des discriminations. Donc c'est ça aussi, faisons attention au sondage, parce que un diplôme, ça peut être aussi discriminatoire. Ça veut dire que l'ascension sociale est de plus en plus difficile. Bien sûr, mais il y a un frein à l'ascension sociale des gens. Ça veut dire un métier, ça veut dire un salaire qui va avec, ça veut dire des revendications professionnelles autres, et forcément, il y a un frein. C'est beaucoup plus facile pour un homme qui a des diplômes qu'une femme qui a des diplômes. Et de la même façon, c'est plus facile pour un homme français qu'un homme d'origine... C'est vrai qu'on retient de cette enquête, au fond, le niveau de diplôme, qui est plus discriminatoire, et le fait d'être une femme musulmane, plus discriminatoire qu'un homme aujourd'hui avec cette enquête. Mais parce que c'est, j'ai envie de dire que la femme musulmane a la double peine, celle qui est réservée aux femmes dans notre société, et les discriminations sont générales pour les femmes. Et si vous ajoutez à cela les discriminations à l'encontre des populations immigrées, eh ben c'est la double peine. Mais ce que je voudrais dire par rapport aux classes sociales, je le vis vraiment tous les jours dans ma ville de Saint-Denis à travers des témoignages. Aujourd'hui, être vigile dans un supermarché, femme de ménage dans des bureaux, il n'y a pas de problème. On ne vous discriminera pas. J'ai envie de dire même presque à l'inverse. Par contre, être chirurgien
à l'hôpital, avocat, cadre dans une entreprise, ça devient insupportable, avoir une responsabilité hiérarchique dans le regard des autres. Et de commandement sur d'autres qui... Alors ça devient plus insupportable. Et ça en dit long sur une société qui est quand même une société française qui est minée par le racisme. Et ce qui est inquiétant pour moi, et c'est comme ça que je lis ce sondage, c'est que le racisme qui mine la société française n'est pas quelque chose qui régresse, c'est quelque chose qui aurait plutôt tendance à progresser. Et ça, ce n'est pas acceptable pour un pays comme le nôtre. Pour continuer, et donc il y a le facteur femme, le facteur instruction et diplôme dans l'échelle sociale, et puis il y a le facteur aussi géographique. Ce sont dans les villes moyennes et les territoires où la proportion d'immigrés est très modérée, inférieure à 8%, que les discriminations et le racisme anti-musulman s'expriment le plus. Là encore, on peut s'étonner ou pas ? Alors, on sait que la France est un pays très divers d'un point de vue géographique. Les trajectoires du racisme en France sont historiquement diverses. On sait que, par exemple, la xénophobie anti-italienne s'est concentrée sur le sud-est, avec des cas de violences meurtrières à la fin du XIXe siècle. On sait que, par exemple, dans le sud de la France, s'est cristallisé, on peut le dire, une mémoire pied-noir liée à la guerre d'Algérie, à l'Algérie française. On en parlera d'ailleurs avec Jacques Attali tout à fait, un peu plus tard dans l'émission. On a donc un sentiment qui était un sentiment plutôt anti-arabe, qui est devenu, par la force des choses, un sentiment anti-musulman, effectivement, avec cette mutation dont on a parlé un peu précédemment. Alors, pourquoi les petites villes ? Probablement parce qu'il y a une expérience de mixité ethnoculturelle plus faible. Donc, au fait, l'arrivée, par exemple, de réfugiés, on le sait, enfin là, je passe le contrôle des élus qui vivent cela plus directement que moi, suscite parfois des réactions de rejet. Et donc, c'est bien le moment où arrivent des minorités ethno-religieuses dans ces petites villes qui peut susciter un sentiment de rejet qui, dans les grandes villes, là, il y a quand même une mixité qui s'est installée, effectivement, régresse ou alors, du moins, devient beaucoup plus faible. Alors, c'est l'échec de qui, rapidement ? Vous avez commencé par parler des médias. Éric Zemmour, c'est l'échec des politiques, c'est l'échec du modèle d'intégration ? Je sais pas. J'étais en train de réfléchir aux propos qui venaient d'être tenus. Je pense qu'il faut remonter en effet à des décennies. Je viens du Sud-Est puisque je suis donc du Var. Je suis fille de Pied-Noir. Et en effet, il y avait dans les années 60, j'ai le cumul. Il y avait dans les années 60, il y avait un rejet des Pieds-Noirs, des Espagnols, des Italiens, Gomez, mon nom de jeune fille, et des Arabes. Je veux dire, c'était un rejet total. Et on s'est tous retrouvés dans les cités HLM. Et on cohabitait très bien ensemble. Moi, j'ai envie de rappeler quand même le vivre ensemble qui se passait à l'époque très bien. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, parce qu'on ne l'a plus, nous, cette forme de rejet, enfin j'espère, ou en tout cas dans une moindre mesure. Et pourtant, ça s'est focalisé, en effet, sur les Arabes. Et ça, j'arrive pas à l'admettre. Alors le pourquoi, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a eu un effet politique, il y a eu le chômage, il y a eu les crises. Quand je vous dis je ne sais pas pourquoi, je sais quand même. Est-ce qu'il y a eu aussi, pardonnez-moi de mettre un peu les pieds dans le plat, mais un repli identitaire, un repli communautaire, ça existe ou ça existe pas ? Ça veut dire qu'on l'a provoqué, alors. Est-ce que c'est justement la malintégration qui, au fond, nourrit le communautarisme ? Moi, si vous voulez, ce qui m'atterre... Je pose la question. Oui, non, mais à la vue de ce sondage, c'est qu'en fait, dans un pays comme la France, si vous prenez les 5 dernières années pour prendre... On peut avoir peur dans la rue quand on se balade avec une kippa. On peut avoir peur dans une église qu'on est prêtre. Et on peut avoir peur quand on est musulman et que ça se voit. Qu'on va à la mosquée ou qu'on est fidèle. Et donc, ce pays qui est la France vit une dérive qui, finalement, on a le sentiment que tous ceux qui ont prôné la haine, et je vais mettre dans un même paquet, même si leurs responsabilités et leurs actes ne sont pas comparables, mais je vais mettre dans un même paquet volontairement les discours récurrents de l'extrême droite dans notre pays et le fondamentalisme islamiste et les extrémistes identitaires. Extrémistes identitaires. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent miner ce pays, qui est un pays qui a sur le fronton de ses édifices le mot fraternité, qui a su construire un pays laïque, qui a su brasser et sédimenter des strates d'immigration depuis plus de 100 ans dans ce pays, et ma ville et d'autres en sont le témoignage. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de gagner. C'est-à-dire que c'est eux qui minent, qui sapent les fondements de notre société. Et si on ne développe pas des anticorps,
je finis juste par là, si on ne développe pas des anticorps, si on n'est pas capable de résister et de montrer notre solidarité et de montrer que la France, ce n'est pas ça, à ce moment-là, effectivement, on s'expose. Alors, pour terminer ce débat, je voudrais qu'on avance un tout petit peu et je voudrais qu'on parle de cette manifestation de dimanche. Elle a été lancée par le CCIF, le collectif contre l'islamophobie. Elle a été immédiatement extrêmement critiquée. Il faut lire ce texte qui a été publié dans Libération parce qu'il parle au fond de musulmans qui seraient victimes de lois liberticides dans notre pays. Et on sent bien que cette manifestation, elle gêne et elle dérange puisque beaucoup de partis et de politiques s'en sont désolidarisés. Je vais vous faire écouter deux sons de la France insoumise tout de suite, Adrien Quatennens et François Ruffin. Si la France insoumise avait eu à rédiger le texte, et d'ailleurs moi la leçon que j'en tire c'est qu'à l'avenir il faudra que nous fassions notre propre texte dans ce genre de situation, il est clair que le texte n'aurait pas été le même. C'est pas mon truc. Maintenant je vais vous dire... Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous l'avez signé? J'irai pas dimanche, je joue au foot. Vous irez dimanche, Stéphane Peu, vous avez signé cette tribune. Pourquoi vous l'avez signée? Vous avez vu cette phrase? Elle peut quand même être soumise à question. Depuis des années, les actes qui visent les musulmans s'intensifient, qu'il s'agisse de discrimination, de projets ou de lois liberticides, d'agressions physiques de femmes portant le foulard, et j'en passe. Mais c'est ce mot de loi liberticide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un racisme d'État dans le pays? Non. C'est un petit peu ce que ça sous-entend. Oui, mais j'allais y venir. Moi, je suis d'accord avec ce que disait Quatennens ou Jadot au début de l'émission. Je ne crois pas, et j'en suis sûr même, et pour être parlementaire, je le confirme, il n'y a pas de racisme d'État dans ce pays. Voilà, mais vous avez signé, vous l'aviez lu entièrement. Pourquoi je l'ai signé? Je vais vous dire pourquoi je l'ai signé. Parce qu'il y a une situation, et je l'ai signé avant la publication de l'enquête de ce matin, mais qui vient me conforter dans ma décision. Je ne suis pas du tout un habitué de ce genre de texte. Je ne vous verrai jamais, c'est la première fois que je mets ma signature en bas d'un texte où il y a le mot islamophobie, qui est un mot, on va pas... Mais on va en parler, parce qu'il faut quand même qu'on en parle. Excusez-moi, je vous interromps juste, on dénonce le mot islamophobie dans l'étude. C'est-à-dire dans les commentaires qui sont faits, peut-être pas de votre part, mais du côté de l'IFOP, ils disent que c'est un mot qui fait aussi d'une récupération politique. Non, mais je vais... C'est un mot qui, il faut expliquer, est apparu, a été créé par le CCIF lui-même. C'est pas un mot qui est... Non, c'est pas... Non, c'est pas le CCIF qui a créé l'islamophobie. Non, c'est l'idée que l'on est discriminé parce qu'on est musulman. Moi, je pense que la discrimination, elle est d'abord, avant tout, de caractère raciste. Mais je constate quand même que l'enquête de ce matin dit que la discrimination est raciste, fondamentalement, mais que, de surcroît, elle est aussi liée à la religion. Comme souvent l'antisémitisme s'exprime aussi à l'égard ou à l'encontre de nos compatriotes juifs qui sont beaucoup plus virulents en France. Non, mais j'aurais bien voulu répondre à votre question quand même parce qu'on m'a coupé. Oui, non, mais vous me demandez pourquoi. Pourquoi je l'ai signé. Je l'ai signé parce que très franchement, dans ce climat nauséabond, inquiétant qu'on a décrit depuis le début de l'émission, c'est la seule initiative. Et ça, c'est un autre signe inquiétant. Il n'y a pas d'appel des associations, des partis de gauche, ou pas que de gauche d'ailleurs, comme on le voit quand il y a d'autres événements. Et je ne comprends pas que dans notre pays, alors que nos compatriotes musulmans vivent et sont montrés du doigt depuis des mois et des mois et des semaines, il n'y ait pas plus de manifestations de solidarité avec nos compatriotes musulmans. C'est la raison pour laquelle je l'ai signé, parce que c'est la seule initiative qui allait dans ce sens, même si je ne souscris pas à toutes les phrases de l'appel, notamment à celles qui feraient allusion à un racisme d'État auquel je ne crois pas. La société française est raciste, c'est très clair. Le sondage le prouve, mais elle n'est pas majoritairement raciste. La majorité des musulmans ne sont pas victimes, n'ont jamais été victimes de discrimination au cours de leur vie. On noircit parfois le tableau en voulant en faire de la France un pays raciste. Il y a une part de racisme dans la société. L'État, le gouvernement et les institutions ne sont pas... Hafiz Chebzeddine, j'aimerais savoir, le CFCM que vous représentez ce soir, ira à cette manifestation? Pour quelle raison? Non, parce que... Le culte musulman français. Non, parce que je crois que ce n'est pas en manifestant, ce n'est pas cette forme d'expression qui est nécessaire aujourd'hui. Il y a un vrai malaise, il y a un vrai problème en France aujourd'hui. Et en plus, aujourd'hui même, le CCIF est extrêmement critiqué. Lorsque la femme voilée qui a été prise à partie
Conseil régional de Conseil Bourgogne. régional, on a tout de suite, le lendemain, déclaré que cette femme portait un voile et elle faisait un acte politique parce qu'elle elle a été voir les responsables du CCIF qui l'ont orientée vers un avocat. Donc le CCIF, dans le débat, n'est pas neutre. Moi, je préfère le Conseil français du culte musulman. Nous sommes dans la gestion du culte. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème. Tout à l'heure, quand on parlait... Le mot islamophobie, est-ce qu'il vous dérange? Non, pas du tout. Nous, on a signé un accord avec le ministère de l'Intérieur en 2011, qui était une convention de lutte contre les actes anti-musulmans. Parce que l'islamophobie... Donc vous préférez acte anti-musulman à islamophobie qui caractérise la phobie d'une religion, l'islam. Absolument. C'est parce qu'aujourd'hui, on va interdire à nos concitoyens de critiquer l'islam. Alors que l'islam, comme toutes les autres religions, peut être critiquée, elle peut faire l'objet d'attaques, etc. Comme la religion chrétienne. Comme toutes les autres religions, je le dis. Par contre, pour nous, et c'est là où je voudrais... Et même le sondage me gêne un peu parce que je crois qu'il y a vraiment un amalgame entre maghrébins, arabes, musulmans. Parce que quand vous prenez l'exemple, par exemple, du sondage sur les femmes non voilées, comment on reconnaît une femme musulmane et elle est discriminée du fait de sa religion? C'est quand même extraordinaire. Moi, je pense qu'il y a le vrai délit de faciès. On est encore au délit de faciès. D'ailleurs, le contrôle au faciès fait partie des premières moi, je suis pas, absolument. Moi, je ne suis pas historien, mais je pense qu'il y a eu quand même un dérapage sémantique du bougnoul, etc., etc. Et on termine aujourd'hui avec le musulman. Je vous donne le mot de la fin, rapidement. Valérie Gomez-Bessac, le mot de la fin. Par rapport à la manifestation, ça me rassure de savoir que vous n'y participez pas tous, parce qu'en effet, je pense que les manifestations ne sont pas les réponses adéquates. On est dans un moment où la France a connu des crises et des manifestations. Je pense que tout le monde en a marre. C'est pas la solution. Pour le Bataclan, on est tous descendus et toutes les religions étaient présentes. À Toulon, je m'en souviens très bien, parce qu'il y avait une solidarité avec les familles, parce que c'était un drame humain et il fallait montrer notre solidarité. Là, il faut également la montrer, mais je crois que c'est surtout des actes individuels qu'il faut. C'est à nous d'ouvrir notre porte, c'est à nous de tendre la main et c'est à nous de montrer que nous sommes tous égaux et que ce vivre ensemble, il doit très vite revenir. Et passer par une manifestation, ça me dérange parce que c'est encore un risque, je dis qu'un risque. L'appel au rassemblement et à l'unité nationale. Merci, on va s'arrêter sur cette note. On aurait pu continuer longtemps de débattre. Merci d'être venu sur le plateau d'LCP. On va d'ailleurs parler maintenant d'un livre qui fait complètement écho à ce débat, L'année des dupes, Alger 1943. C'est une histoire méconnue, pour ne pas dire censurée, du sort réservé aux Juifs d'Algérie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Jacques Attali est l'auteur de ce livre. Il nous rejoint dans un instant, mais pour mieux comprendre, eh bien, il nous rappelle, archive à l'appui, les enjeux de cette période passée sous silence. C'est d'abord l'histoire de tous les Algériens, et en particulier des Juifs d'Algérie, qui reçurent en 1870 la citoyenneté française et qui subirent ensuite des discriminations plus intenses encore que partout ailleurs en France, des discriminations qui trouvèrent leur apogée dans les 3 années de domination pétainiste en Algérie. Des Juifs à qui 2 gouvernements français successifs retirèrent leur nationalité, un gouvernement collaborant avec les nazis, puis un autre, dont on ne parle jamais, collaborant avec les Américains. Des Juifs à qui des dirigeants français, hors de toute présence allemande, se préparaient à faire porter des étoiles jaunes et à enfermer dans des camps de concentration sahariens, alors qu'ils étaient entièrement soutenus à chaque instant dans leur lutte contre ces persécutions par les musulmans d'Algérie. C'est aussi l'histoire du premier débarquement de troupes anglo-américaines en terre de France pendant la Seconde Guerre mondiale. Un débarquement dont on ne parle jamais, qu'on ne commente jamais, qu'on ne commémore jamais, parce que des troupes françaises y combattirent contre des troupes américaines. Bonjour. Bonsoir Jacques Attali, merci d'être sur le plateau d'LCP. On va parler de cette année des dupes, votre dernier ouvrage, Alger 1943. Bonsoir Alex Taylor. Bonsoir. On va parler du Brexit, j'ai appelé ça Brexit, faites vos jeux. On va essayer de comprendre. Et Stéphane qui reste avec moi pour cette deuxième partie d'émission. Peut-être d'abord, avant de venir au livre, et c'est cette période très complexe, il a fallu qu'on se penche à 2 fois sur ce qui s'est passé parce que c'est compliqué. Comment vous réagissez à ce premier débat? Au fond, il y a des passerelles entre ce que vous racontez la raison, et cette présente haine de cette question de ces actes anti-musulmans. Ce qui les lie, c'est qu'au fond, la présence des musulmans dans la société française commence avec l'Algérie. Et commence avec la question de savoir si les Algériens musulmans sont des Français pleins et entiers, qu'ils ne seront jamais.
Et si les Juifs ont été pris comme citoyens français pendant un temps très bref, puis retirés, combattus, c'est parce qu'en fait, non seulement il y avait un antisémitisme très profond dans la société des Français et des Européens d'Algérie, et en France, mais surtout parce qu'il y avait la peur que si les Juifs devenaient français, on serait obligé d'en faire autant pour les musulmans. Et l'obsession française a été jamais aucun musulman ne votera. Alors expliquez-nous, vous êtes intéressé à cette période 1943, 1940-43, le sort des Juifs et des musulmans d'Algérie. Et des musulmans d'Algérie. Ces Juifs, ils sont français depuis un décret, le décret Crémieux. Et puis 1940, le statut des Juifs, oui. On leur retire leur nationalité, ils portent l'étoile juive, même en Algérie. Et vous racontez, au fond, une forme de collaboration. Expliquez-nous pourquoi vous êtes intéressé à cette période où des vichistes, pétainistes, collaborent d'une certaine façon avec les alliés américains qui débarquent en Afrique du Nord. Ce qui est très intéressant dans cette période, c'est qu'il faut distinguer nationalité et citoyenneté. Ils sont tous français de nationalité, mais pas de citoyenneté. Ils n'ont pas le droit de vote. De même pour les Algériens musulmans. Ceci date de 1830, parce que dès que la France entre en Algérie, elle en fait des Français, mais pas des citoyens. Et donc c'est un statut hybride. Les Juifs deviennent Français par un hasard de négociation à la fin du Second Empire. Ce qu'on appelle le décret Crémieux, oui, c'est ça? Qui avait fait 1870, en octobre 70, dans un petit gouvernement qu'on connaît, parce que c'est le gouvernement qui est parti en ballon de Paris avec Gambetta. Ils viennent français dans ce passage, c'est très intéressant comment ça se fait, alors que ça aurait dû être fait par Napoléon III qui avait l'intention de le faire. Et tout de suite après, les Français d'Algérie, comme les Français, ont voulu supprimer ce décret. Non pas parce qu'ils étaient seulement antisémites, parce qu'ils étaient très antisémites, mais parce qu'ils avaient peur que tout de suite après vienne la citoyenneté des musulmans. En 40, en effet, un des premiers actes du gouvernement de Vichy, c'est de supprimer la nationalité la citoyenneté des Juifs d'Algérie. Il n'y a pas d'Allemands en Algérie. Jamais. Aucun nazi. Aucun Allemand. Aucun Allemand. Et pour autant, l'antisémitisme a été extrêmement violent. Beaucoup de lois de Vichy ont été prises à l'initiative des Français d'Algérie. Beaucoup d'initiatives de lois qui vont être appliquées. Et une partie de ces gens-là sont à la fois anti-allemands et antisémites. Parce qu'ils sont maréchalistes au nom de... On a souvent l'idée, enfin, je vous pose la question, on a souvent l'idée que les séfarades, donc les juifs qui vivent en Afrique du Nord, ont été moins exposés à l'extermination, au projet nazi de... Oui, ce n'est pas tout à fait exact. Évidemment, ils ont été protégés par le temps. Mais toutes les lois antisémites ont été appliquées extrêmement violemment et plus vite en Algérie qu'ailleurs, c'est-à-dire les lois d'exclusion de tous les métiers. Deuxièmement, des camps de concentration, qui n'étaient pas des camps d'extermination encore, ont été construits et commencé à être occupés. Il y avait 15 000 dans le personnes. Sahara. Dans le Sahara. Il y a eu des déportations. Mais la solution dans ces camps. finale, l'idée d'extermination n'a pas été menée à son terme, si? Pas menée à son terme. La distribution d'étoiles jaunes allait commencer quelques jours avant le débarquement anglo-américain. Elle a été décidée, alors qu'elle n'était pas du tout décidée dans la zone libre. Ah oui, donc c'était même avant... Bien avant. Donc la volonté, et ceci sans Allemands. Et quand on voit la conférence si célèbre de Wannsee, les Juifs d'Algérie sont comptés dans les décisions de Wannsee d'extermination des Juifs. Donc les Juifs d'Algérie devaient être exterminés. Vous répétez sans allemand, c'est important. Ce détail il est historique, il est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a quoi? Il y a un ferment de fascisme français? Bien sûr, bien sûr. Il y a un antisémitisme profond dans la société française de l'époque, qui aujourd'hui s'est décalé vers une hostilité plus grande à l'égard de l'islam, même s'il y a eu des gens formidables. Mais ça ne sauve pas non plus les Américains, parce que quand les Américains débarquent... Pourquoi, justement, ils décident finalement, parce qu'il y a quand même une bataille qui se fait avec Darlan, l'amiral Darlan. Attendez, ce qui est intéressant, premièrement, les Américains débarquent le 8 novembre 1942. Premier débarquement en terre française dont personne ne parle jamais. Je vous fiche mon billet de savoir que le prochain 8 novembre, personne ne parle. Moi, je crois que c'est la Corse, mais oui. Mais non, c'est en Algérie. Pourquoi on ne parle jamais de ce débarquement américain en Afrique du Nord? La première, c'est que les Français vont tirer sur les Américains. 3 jours de bataille, des morts assez nombreux, à Casablanca, à Oran, à Alger. Deuxièmement, parce qu'une fois que les Américains ont gagné cette bataille, avec l'appui de quelques rares résistants, juifs à 95%, je raconte toute l'histoire en détail, au lendemain même de cette victoire, les Américains confient le pouvoir aux vichistes. Et d'abord à Darlan, qui est à Alger par hasard. Et quand Darlan est assassiné... Pourquoi ils décident de le confier? Parce que, explicitement, et j'en apporte toutes les preuves, ils n'en ont absolument rien à faire de libérer la France.
Vichy, ça ne les intéresse pas, ils sont très contents avec Vichy, ça ne les concerne pas. Pas forcément très séduits par De Gaulle. Ni par personne. Parce qu'on a l'image que De Gaulle, justement par sa défense de l'indépendance française, inquiétait un peu les Américains, sûr, et il préférait Giraud, qui avait l'air d'être plus gentil, le pauvre, il a eu un accident d'avion. Giraud va être le remplaçant de Darlan, tout aussi antisémite que Darlan, et ils vont faire arrêter sur ordre et avec l'accord des Américains, tous les Juifs qui ont été résistants, même au point de décorer ceux qui ont tué des officiers juifs pendant les 3 jours de la bataille. Pourquoi? Parce que les Américains le disent à cette époque, ils n'en ont absolument rien à faire de libérer la France. C'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est de foncer au plus vite vers l'Irak, par le biais de la Tunisie, de la Libye et de l'Égypte, pour empêcher les Allemands d'atteindre le pétrole irakien et de se retourner contre les Américains. C'était la réelle politique, déjà. C'est aussi le pétrole, parce que quand Hitler attaque pas la Russie, c'est pas du tout pour prendre la Russie, c'est pour prendre le pétrole du Caucase. Et les Américains, qui ont très peur que l'armée allemande ait assez de pétrole pour venir les attaquer, ils n'en ont rien à faire, au point même qu'un des plus hauts diplomates américains d'époque, devant un de ses confrères, qui est lui un des patrons des services secrets américains, et les Anglais sont d'ailleurs beaucoup mieux comportés que les Américains, dit mais enfin, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il lui répond, écoute, si tu es là pour sauver les Juifs et les communistes, on n'en a rien à faire, tu peux repartir. Ça, c'est un Américain à un autre Américain. Et donc, les Français, Darlan puis Giraud, maintiennent les lois antisémites. Pire que ça, quand ils sont forcés d'abandonner les lois de Vichy sur la corporation, etc., ils abrogent l'abrogation du décret Crémieux, donc ils rétablissent le décret Crémieux. Mais dans la même foulée, dans le même texte, ils rétablissent l'abrogation. En disant, l'abrogation de Vichy, ça ne va pas, mais la nôtre, celle du libérateur, il faut la faire. Et donc le décret est de nouveau abrogé. Alors c'est passionnant, c'est une période méconnue. À terminer, mais je voudrais un petit peu venir sur l'actualité, sur De Gaulle. Et De Gaulle va confirmer l'abrogation. Il va confirmer qu'il ne peut rien, qu'il ne veut pas, que ça ne l'intéresse pas. Et tout à fait très tard, c'est-à-dire fin octobre 1943, par une décision qui, à mon avis, est complètement illégale, puisque c'est un communiqué de presse qui est intégré au journal officiel, et un communiqué de presse, ça ne peut pas annuler une ordonnance, mais la réinstallation du décret Crémieux et donc les Juifs redeviennent français, les Juifs d'Algérie. Par un communiqué de presse qui dit, les Juifs, qui dit rien, qui dit le décret du 30 octobre 1870 est rétabli, il ne dit même pas de quoi il parle, il dit ensuite, le sort des Juifs indigènes, comme s'ils étaient toujours indigènes, sera établi définitivement après la fin de la guerre, ce qui n'a jamais été le cas. Juste pour ramener à l'actualité encore, pour clore cette partie sur votre livre, comment vous la reliez très concrètement à ce que la France traverse aujourd'hui? Très profondément, c'est l'obsession d'une certaine partie de la France de la pureté, du refus des autres, qui s'est traduit avec tous les étrangers, les bourguignons au XVe siècle, enfin chaque fois qu'il y a eu des étrangers. Mais la France, sa grandeur, c'est d'être capable de rassembler, de faire que tout le monde devienne français complètement plein et entier. Ça va être le cas de la haine anti-italienne, anti-polonaise, anti-espagnole, anti-juive, qui a été d'une incroyable violence. Donc, et aujourd'hui, il y a quand même excusez-moi, je voulais juste parler des chiffres du regard d'antisémitisme. On vient de parler de discrimination contre les musulmans. L'an dernier, en 2018, les agressions antisémites, donc contre les juifs, ont augmenté de 74%. Oui, absolument. Il y a plus de 500 agressions contre les juifs, une centaine contre les musulmans, alors que les juifs sont 10 fois moins nombreux que les musulmans. Bien sûr. Donc l'antisémitisme est encore extrêmement présent. Des attentats terroristes qui font des morts dans les... Il n'y a pas d'antisémitisme d'État. J'ai dit à plusieurs reprises que la France n'est pas antisémite, mais qu'il y a des antisémites en France. Il faut faire une distinction. La France n'est pas antisémite, mais il y a des antisémites en France. Toutes les lois sont en place pour créer les conditions de lutter contre ça. Mais il y a des antisémites. Jacques Attali, on sent bien que l'histoire vous passionne, l'économie également, mais la politique aussi. On va parler d'une date. Figurez-vous que demain, exactement, ce sera la mi-mandat d'Emmanuel Macron. Ça fera exactement 2 ans et demi qu'il a été élu président de la République. On vous connaît évidemment comme ancien conseiller de François Mitterrand. Ce qu'on sait moins, c'est que vous avez plus qu'aidé un certain Emmanuel Macron à accéder, c'est vrai, allez, au pouvoir. Attali, Macron, des relations tumultueuses, je t'aime moi non plus, est-ce qu'on peut dire ça? Regardez d'abord ce sujet de Clément Perrault. Entre Jacques Attali et Emmanuel Macron, l'histoire commence en août 2007. Nicolas Sarkozy, fraîchement élu, crée une commission intitulée « Pour la libération de la croissance ». Il nomme Jacques Attali à sa présidence.
Au moment de former son équipe, l'ancien conseiller de François Mitterrand rencontre un jeune inspecteur général des finances de 29 ans. C'est lui, au premier plan sur cette image. Il s'appelle Emmanuel Macron. Jacques Attali est séduit, il le nomme rapporteur général adjoint, un tournant dans l'ascension de l'actuel président. La commission Attali permet en gros à Macron de démultiplier son carnet d'adresses et d'ailleurs dans la foulée de la commission Attali, il devient très vite banquier d'affaires chez Rothschild. Un an plus tard, nouveau moment décisif. Jacques Attali organise chez lui un dîner pour présenter Emmanuel Macron à François Hollande. Macron, son but, c'est toujours à l'époque de rencontrer le maximum de gens. Jacques Attali, effectivement, est, on va dire, une pièce, on va dire, de l'establishment économique et politique du pays. Et Macron va l'utiliser au maximum. Quelques années plus tard, en 2014, Emmanuel Macron devient ministre de l'économie. Là aussi, Jacques Attali se targue d'avoir joué un rôle clé. J'ai aussi beaucoup insisté auprès de François Hollande pour qu'il devienne ministre, ça c'est exact. Mais même sans moi, il serait devenu président de la République. Lors de la campagne présidentielle, les rapports entre les deux hommes se font pourtant plus froids. Même si Jacques Attali affiche publiquement son soutien à Emmanuel Macron, il n'est pas de l'aventure en marche. Pire, entre les deux tours de l'élection, un clash éclate entre les deux hommes. Alors qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen rendent le même jour visite aux salariés menacés du site Whirlpool d'Amiens, Jacques Attali déclare: Je ne voudrais pas que cette campagne se réduise à des anecdotes. L'équipe du candidat Macron le recadre sèchement, notamment par ce tweet de l'actuel président de l'Assemblée nationale. Ce que dit Attali sur Whirlpool est une méprisable anecdote. Qu'il se taise. Avec Emmanuel Macron, nous luttons pour l'emploi. Attali, il n'a pas totalement été jeté, parce qu'on ne peut pas jeter Jacques Attali comme ça, mais Emmanuel Macron n'a pas intégré Jacques Attali à son cercle plus proche, loin de là. Le nom Attali sonnerait-il trop ancien monde pour le jeune président? L'histoire entre les deux hommes n'est peut-être pas finie. Je vous trouve très choquant que vous ayez illustré ce reportage par une photo de moi en smoking que je ne mets jamais. Extrêmement déplaisant. Pardonnez-moi, nous c'est pas. C'était très déplaisant. C'était vraiment, alors pas forcément. Deuxièmement, mes relations avec Emmanuel sont excellentes. On se voit le plus souvent possible. Ils ne sont pas un peu ingrats, c'est les macronistes en l'occurrence. Le plus souvent possible, c'était quand la dernière fois? Si vous voulez le savoir, c'est parler au téléphone. On s'est écrit et il y a 3 jours. Voilà. Ah oui, donc c'est assez souvent, effectivement. Voilà. Donc si c'était à refaire, vous lui remettriez le pied à l'étrier? Oh, mais je le soutiens, je souhaite à tout prix qu'il réussisse et je suis très fier d'avoir été parmi d'autres, avoir participé à son ascension. C'est un homme d'exception et je souhaite son plus grand succès. C'est un bon président donc pour vous? Un excellent président et je souhaite sa réélection. Il n'est pas toujours entouré de gens que j'approuve ou que j'apprécie et il est même entouré parfois de certains gens que je considère comme méprisables. Ah oui? Qui ça? Il va pas nous le dire. Je peux rien dire. Dommage. Mais il est remarquable et je lui souhaite le plus grand. Vous le trouvez trop seul? On dit beaucoup que très peu de poids politique autour de lui. Je trouve qu'il est remarquable, qu'il mène la meilleure politique possible. Maintenant, je ne suis pas forcé d'approuver tous ceux qui le soutiennent, comme lui n'est pas forcé d'approuver toutes mes positions. Et comment vous expliquez au fond la défiance des Français dont il fait l'objet? Par ailleurs, moi je n'ai jamais souhaité quoi que ce soit. Je n'ai jamais souhaité, le seul président avec qui j'ai vraiment travaillé, c'est François Mitterrand. Je n'ai jamais demandé ni à Emmanuel Macron, ni à Nicolas Sarkozy ou François Hollande aucune position, je ne les souhaite pas. Comment vous comprenez son impopularité aujourd'hui? Je ne trouve pas qu'il soit spécialement impopulaire, pas plus que d'autres. Pas plus que d'autres? Non, il faut surveiller ça, parce que théorème, un président de la République n'a jamais été élu. C'est toujours quelqu'un qui a été battu. Donc la question la plus importante pour un sondeur, pour moi, la seule que je regarde, c'est... Qui sera battu en 2002. Voilà. Qui sera battu en 2022. 2022, pardon. Qui souhaitez-vous vraiment voir élu? À qui vous opposez-vous? Et quand vous voyez, par exemple, hier, le Premier ministre a carrément, presque dans une forme de lapsus, désigné Marine Le Pen, hier, c'était au question gouvernement, comme son adversaire, en disant « vous aurez peut-être l'occasion de débattre avec le président ». Vous faites de la mousse à chaque fois pour des choses sans importance. Des anecdotes. Je maintiens malheureusement le mot anecdote que j'avais dit ce jour-là, puisqu'il s'agissait d'une tragédie dans une usine, et j'avais dit que c'était une tragédie, mais que cette tragédie, au regard de l'ensemble des enjeux de la campagne, n'était qu'une Le plan de licenciement Whirlpool. Je maintiens cette phrase. Vous maintenez. Donc, cet acte 1, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle à l'Élysée, c'est 2 ans et demi de réforme, crise des Gilets jaunes, nouvelle gouvernance, nouveau style, autocritique du président lui-même. Comment vous jugez tout cela?
Il faut regarder l'ensemble du monde. Le président de la République, c'est quelqu'un qui s'occupe des grands enjeux. La France est confrontée à des grands enjeux. Le Brexit en est un. La relation avec la Chine en est un essentiel. Il fait très bien d'y aller tous les ans et avec les Allemands. Il doit d'abord s'occuper des enjeux internationaux. C'est la clé de la fonction présidentielle. Et je trouve qu'il le fait vraiment très bien avec une vision longue des choses. Maintenant, il y a encore un grand nombre de réformes en France à faire. J'espère qu'il aura les 7 ans et demi nécessaires pour les faire. Je souhaite en effet que se crée une autre alternance à la fin de son deuxième mandat qu'avec l'extrême droite. Très important qu'à la fin de son deuxième mandat, on ait une gauche vivante. Une alternative de gauche. Je souhaite pour 2027, il y ait une alternative de gauche. 2027. Oui. Très bien. Après son deuxième mandat. On laisse du temps. Oui, puisqu'il souhaite la réélection. J'ai compris. Il faut que ça laisse le temps à la gauche de se reconstruire. Bah oui, 2027, voilà. Quand vous dites alternative de gauche, c'est dire que Emmanuel Macron, vous le situez plutôt à droite, non? Non, mais il sera plus président. Il sera plus président, ça n'est pas possible. La Constitution ne le permet plus. Il faudrait qu'il y ait une alternative de gauche et une alternative de droite qui ne sera pas... C'est compris. Vous parliez des enjeux internationaux, il y en a un très important à l'agenda, c'est évidemment le Brexit. Alex, où est-ce qu'on en est? Alors, c'est peut-être pour la 2027, finalement. On ne sait jamais parce que ça tarde tellement. La campagne est lancée, en fait, pour les élections aujourd'hui, officiellement pour les élections législatives du 12 décembre. Est-ce que c'est le Brexit dont on parle le plus dans cette campagne? En fait, pas du tout. On en parlait en loge. En fait, le Brexit, ça ennuie tout le monde, non seulement en France, mais surtout les Britanniques. On a fait un sondage ce matin pour savoir quels sont les enjeux de ces élections. Comme par hasard, c'est la paix, la retraite, l'environnement, le logement. Et le Brexit est loin derrière parce qu'on a l'impression que depuis 3 ans, on a tout dit sur le Brexit. Donc, on les a appelés les élections pour décider le Brexit, mais en fait, personne ne parle du Brexit. Alors, comment ça se passe? Assez mal. Depuis un jour, les conservateurs qui ont quand même 10 points d'avance, mais il faut dire que Mrs May en 2017 avait 15 points d'avance, elle a perdu sa majorité. Ils accumulent les couacs. Par exemple, il y a Jacob Rees-Mogg, qui est un faux aristocrate très pro-Brexit, le président des communes, qui a vraiment fait une gaffe hier, parce que dans une émission de radio, il a parlé de cet incendie dans la tour Grenfell, vous vous rappelez, en 2017, qui a fait quand même 72 morts, en disant que si les gens avaient plus de bon sens, common sense, ils n'auraient pas suivi les consignes des pompiers, ils seraient restés, donc pour rester dans l'appartement, ils seraient partis, et ça s'est très très mal passé, donc ça c'est déjà un premier quoi qui s'est excusé profondément après, mais ça montre un peu la mentalité. Et Boris Johnson, est-ce que c'est un atout dans cette campagne? C'est un atout pour les gens qui aiment Boris Johnson, mais il faut dire qu'il démarre fort parce que sur la première page du Télégraphe aujourd'hui, il a assimilé Jeremy Corbyn, le leader des travaillistes, à Staline et son traitement des kulaks. Vous savez, ces propriétaires terriens assez riches dont Staline a assassiné puis déporté des millions. Donc, ils y vont fort. Et ce qui est très frappant, c'est que, par exemple, de voir que l'Office central conservateur a manipulé une vidéo à l'ère du fake news. C'est quand même assez grave que le Parti conservateur cautionne ce genre de choses. Je vais vous le montrer, je vous l'explique juste. C'est le porte-parole des travaillistes qui, hier, à la télévision, a répondu à une question. Est-ce que l'Union européenne serait d'accord pour ouvrir le deal pour le Parti travailliste? Lui a répondu tout de suite, oui, j'ai des contacts qui montrent. Mais les conservateurs ont pris une autre partie où il a l'air complètement perdu. Donc regardez, j'ai mis les 2 extraits ensemble. D'abord, ce que le Parti conservateur a manipulé et après la vraie version. Ça dure 20 secondes, mais regarde. On regarde. EU give you a good deal if they know that you're going to actively campaign against it? Why would the EU give you a good deal if they know that you're going to actively campaign against it? Well, which is clearly what most of you are going to be doing. Well, Piers, I have been talking to the EU. Vous voyez, c'est quand même, fake news, je veux bien, mais que le Parti conservateur, avec toute leur com derrière, diffuse ce genre de fake news. En plus d'autres couacs, au moment où Boris Johnson lance sa campagne devant le 10 Downing Street aujourd'hui, il y a son ministre pour le Pays de Galles qui démissionne, qui est dans une affaire d'un procès où il aurait aidé l'un de ses assistants en procès pour viol. Et puis il y a surtout aussi une affaire qui traîne, c'est qu'il y a un grand rapport qui montrerait, mais personne ne le sait, un rapport parlementaire sur l'ingérence russe dans le référendum sur le Brexit qui devait être publié la semaine dernière
et Boris Johnson a stoppé la publication. Donc personne ne sait ce qu'il y a dedans. Donc tout ça, ça fait quand même un peu Tous les arguments que vous citez, Alex, sont un peu contre le Brexit. On a l'impression qu'il y a une succession d'infos qui font que le Brexit... Ce qui est étonnant, c'est que c'est avec Dominic Cummings, la puissance grise derrière cette campagne, qu'ils aient aussi mal démarré leur campagne. Je vous parlerai des travaillistes la semaine prochaine, parce que c'est pas triste non plus. Oui, absolument. Jacques Attali, vous pensez qu'il y a une chance qu'au fond les Britanniques ne sortent jamais ? Si je dis quoi que ce soit, on me le ressortira dans un sens ou dans un autre, parce que tout est possible. On vous le pardonnera, le feuilleton est suffisamment complexe. Tout est possible. C'est possible, je pense donc. que tout le monde veut maintenant en finir. Moi, je lis avec beaucoup d'attention ce qu'écrit Alex là-dessus. Tout le monde veut en finir. Il y en a marre. Il y en a marre. Et la plus facile façon d'en faire, c'est qu'ils partent en Ontario. Il faut qu'on s'occupe d'autre chose. Moi, je préférerais qu'ils restent, bien sûr, mais il faut vraiment qu'on... On est trop gentils, les Européens, parce qu'on a repoussé à nouveau... le deadline. Oui, moi j'étais d'accord avec le président français qui souhaitait que le deadline soit plus court. Maintenant, on leur a donné encore un point. Vous savez, ça renvoie à un point qu'on a souvent dans la vie privée comme dans la vie publique. Parfois, on se trouve face à un problème qui n'a pas de bonne solution. Et les Anglais sont comme une mouche dans un bocal. Il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution. Le Brexit n'a pas de bonne solution. Il y aura toujours des choses épouvantables qui vont se passer. Donc, quoi qu'il se heurte à un mur, que ce soit celui de l'Irlande, de l'Écosse, il n'y a pas de bonne solution. To be continued, comme disent les Britanniques. Vous restez avec nous, Jacques Attali, Alex aussi, Stéphane aussi, parce qu'on va accueillir maintenant Valérie Brochard. Valérie, on la retrouve dans la salle des pas perdus. Elle a une petite annonce à nous faire, je crois. Et le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale est Damien Abad. Valérie, votre journée à l'Assemblée se résume à une élection. Exactement. Je vais vous donner quelques petits éléments de contexte pour commencer. Christian Jacob est resté 9 ans à la tête du groupe parlementaire avant de décrocher, vous le savez, la présidence du parti Les Républicains. Ne pouvant assumer les deux présidences, eh bien, le député de Seine-et-Marne a donc rendu les clés du groupe ici à l'Assemblée. Groupe qui a donc organisé pour le remplacer une élection à 2 tours. Il y avait 6 candidats sur la ligne de départ et avec 64 voix, eh bien, c'est Damien Abad. C'est Damien Abad qui est devenu le nouveau patron de l'opposition ici au Palais Bourbon. Alors Damien Abad, il a la victoire modeste, mais il est quand même un petit peu fier du résultat. C'est une belle victoire, mais je veux saluer aussi tous mes collègues. Personne n'a démérité. Je pense que c'était une campagne, il y avait 2 femmes, 4 hommes qui étaient candidats, tout le monde avait ses qualités. Et oui, c'est une victoire qui était importante, qu'elle soit nette, qu'elle soit claire, pour créer les conditions du rassemblement. Aujourd'hui, elles sont réunies et je crois que c'est tant mieux tout simplement pour notre famille politique et notre groupe parlementaire à l'Assemblée. Alors, j'ai évidemment demandé aux députés Les Républicains ce qu'ils pensaient de leur nouveau patron. Et alors, quand vous leur posez une question sur Damien Abad, ils vous répondent... Christian Jacob. Christian Jacob a fait du très bon boulot. Christian Jacob. Et oui, forcément, en 9 ans à la tête du groupe d'opposition, eh bien, ça marque les esprits. Mais globalement, Myriam, les députés LR sont plutôt contents de l'élection de Damien Abad. J'ai même rencontré un député qui a lui-même déposé un bulletin Abad dans l'urne. On l'écoute. J'ai voté pour lui. Damien, c'est un homme de conviction, c'est un homme très impliqué au sein de notre groupe parlementaire. On le voit par sa présence dans l'hémicycle régulièrement. Et puis, il faut l'avouer, Damien a eu des combats tout au long de sa vie. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un vrai combattant pour que la droite respire et renaisse un petit peu. Et enthousiaste en tous les cas. Les autres groupes parlementaires, quelles sont les réactions ? Écoutez, Myriam, là on navigue entre sincères félicitations et indifférence totale. Écoutez. C'est Damien Abad qui a été élu président du groupe Les Républicains. Je viens d'apprendre ça. Moi je fais confiance aux députés Les Républicains. S'ils ont voté pour lui, c'est qu'ils devaient penser sûrement que c'était le meilleur d'entre eux. Ah, je n'étais même pas au courant. Moi, je sais pas. Ce qui concerne les groupes, ça regarde les groupes. J'ai pas de commentaire spécial à faire. Félicitations à Damien Abad, qui est, au-delà d'être un personnage sympathique et respectable, qui est aussi, je trouve, un bon député et qui sait dépasser les polémiques stériles. C'est quelqu'un de bien. C'est un opposant. Je connais aussi ses faiblesses et j'aurais plaisir à ferrailler avec lui en tant que président de groupe. Voilà, donc rendez-vous dans l'hémicycle maintenant. Vous auriez aimé être député Jacques Attali ou pas? Allez, d'un mot. Disons que il m'est arrivé d'être en situation de pouvoir
espérer l'être, mais comme vous voyez, je ne l'ai jamais souhaité. Ah bon, on apprend des choses. Jacques, allez-y, vous devez... Bien sûr que si. Alors, mais vous avez... Il a même dit publiquement qu'il m'avait proposé d'être ministre, mais ça ne m'a jamais intéressé. Je comprends, c'est important pour la démocratie, c'est souhaitable, mais ce n'est pas ma vie. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre, L'année des dupes, Alger 1943, c'est chez Fayard et c'est passionnant. Merci à tous d'être passés sur le plateau d'LCP. Très belle soirée et à demain. Débat Doc, présenté par Jean-Pierre Gracien. Dans un instant. On se retrouve toutes les semaines pour Politique à table. On va parler politique, on va parler cuisine avec notre invité autour d'un plat. Et cette semaine, nous recevons Jean Lassalle. Et nous lui avons préparé une garbure, qui est une soupe du béarn avec du canard et des haricots tarbais, une mousse au chocolat. Et autour de la table, nous allons parler de ses coups de buzz à l'Assemblée, notamment de sa grève de la faim en 2006. Politique à table, présenté par Brigitte Boucher avec la complicité de Jean-Pierre Montanet. Demain à 14h. Est-ce que là, la forme ne dessert pas le fond? C'est comme si on mettait tout à égalité. C'est pas facile pour un gouvernement de changer complètement la règle du jeu. Écoutez, c'est dérisoire cette histoire-là. Qu'est-ce qui est dérisoire? C'est quand même le ministre de l'Intérieur. Mais est-ce que vous entendez quand même que l'instant politique est grave? Ce qui importe aux Français, c'est que leur sécurité soit assurée. Vous le savez, vous, peut-être? C'est toujours deux poids, deux mesures. N'ayons pas peur des mots, présenté par Valérie Brochard, vendredi à 20h30.